Toutes et tous, merci d'être présents à cette rencontre en ligne sur le thème des entreprises adaptées. Je suis Oriane Duménil, chef de projet sensibilisation et innovation au Cano, et c'est moi qui animerai les échanges aujourd'hui. On ouvre aujourd'hui avec vous ce cycle de rencontres et de conférences autour de l'accessibilité et du handicap qui durera sur tout le mois de mars-avril au Cano. Vous le savez, au Cano, notre mission, c'est de soutenir et de mettre en lumière toutes celles et ceux qui mettent au cœur de leur projet la solidarité et la planète. Pour ça, on fait notamment de la formation pour les entrepreneurs à impact grâce à nos différents programmes d'accompagnement et on aide les entreprises de l'économie sociale et solidaire à se développer, par exemple en les aidant à la structuration de nouvelles filières ou en facilitant leur accès au marché public et privé. Enfin, au Cano, on organise de nombreux événements pour donner la parole à celles et ceux qui entreprennent, qui se mobilisent et qui s'engagent pour une société plus juste et plus durable. C'est dans ce cadre que nous vous proposons ce soir cette rencontre avec les équipes de Numérique EA et de Petit Plus qui vont nous raconter leur parcours et leurs valeurs. Tout au long des échanges, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, LinkedIn, Facebook et YouTube. On consacrera un temps de questions-réponses avec les intervenants à la fin de la rencontre. On a le plaisir d'avoir deux invités avec nous ce soir, deux Mathieu. Je vous remercie d'avoir répondu présent à l'invitation des canaux. On a donc Mathieu Barre, qui est directeur de Numérique EA, et Mathieu Boulanger, qui est fondateur de Petit Plus, et plein d'autres choses encore. Il va nous dire tout ça en détail. Je vais vous laisser vous présenter avant de rentrer dans le vif du sujet, et après, on présentera vos structures. Mathieu Barre, je vais commencer avec vous. Je vous laisse vous présenter. Bonjour Oriane, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'y participer. Je suis directeur de Numérique EA, qui est une agence digitale solidaire qui a le statut d'entreprise adaptée. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard de qu'est-ce qu'une entreprise adaptée. Et on pourra aussi revenir sur mon parcours qui est très différent de celui de Mathieu. Moi, je suis arrivé dans le milieu de l'économie sociale et solidaire il y a à peine un an, donc c'est un grand écart par rapport à mon parcours d'avant. Mais voilà, ça peut être éventuellement inspirant pour d'autres personnes en reconversion, potentiellement. Merci. Mathieu Boulanger, cette fois, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous? Oui, bonsoir. Donc, il y a 15 ans, j'ai créé une première structure qui est une entreprise d'insertion par l'activité économique qui s'appelle Résilience. Peu de temps après, j'ai créé Le Petit Plus, qui est une entreprise adaptée, thème qui nous réunit ce soir. Et il y a un an et demi, j'ai cédé ces deux entreprises à ce qu'on appelle une joint venture sociale, c'est-à-dire un regroupement entre une entreprise sociale et une entreprise dite classique, composée de Fast Road, qui est une entreprise adaptée également, une entreprise adaptée AMI, avec qui j'ai des relations assez proches depuis pas mal d'années, et Paprec, le groupe Paprec. Donc, Paprec Group, 10 000 salariés, 1,6 milliard dans les métiers de l'environnement, et un des leaders aujourd'hui du secteur et le leader dans beaucoup de secteurs. Et ça faisait un an et demi que j'étais directeur de l'économie sociale et solidaire pour le groupe Paprec. Je le suis toujours aujourd'hui et je viens de passer d'un CDI à temps plein pour Paprec à cette fonction et du freelance 2 jours par semaine. Donc, je représente toujours Paprec sur cette fonction de direction de l'ESS au niveau national. Et par ailleurs, j'ai créé une structure qui s'appelle S-Team, ESS apostrophe team comme une équipe, qui fait du conseil sur le sujet de l'économie sociale et solidaire, du secteur du travail protégé et adapté, de l'insertion par l'activité économique. Super, merci. On disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on va parler des EA, des entreprises adaptées, mais qu'est-ce que c'est une EA? Est-ce que l'un de vous peut nous définir exactement ce terme? Alors, une EA, donc c'est vrai que c'est une entreprise adaptée, et c'est vrai qu'on a souvent tendance à l'appeler comme ça, et vrai que nous, on est dans ce microcosme, donc on sait que ça nous parle, et c'est vrai que je pense que le grand public, ça c'est pas forcément ce que c'est. Donc, une entreprise adaptée, c'est une entreprise qui emploie majoritairement des personnes en situation de handicap, qui ont ce qu'ils appellent une RQTH, donc une RQTH, c'est une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, et qui du coup s'engage à, alors peut-être Mathieu, tu peux confirmer, avoir au moins 75% de ses effectifs qui sont en situation de handicap. Et ouais, je pense que c'est à 75%. C'est plus ça. Alors que... Oui, je complète juste sur ce point.
La législation autour des entreprises adaptées, c'est quelque chose d'assez mouvant parce que les entreprises adaptées en France, ça représente un petit peu plus de 800 structures. Donc, il y a des villes dans lesquelles il y a 800 entreprises. Donc, du coup, c'est un modèle qui évolue beaucoup, qui représente beaucoup de personnes en situation de handicap, mais qui est aussi un modèle qui est très challengé par l'administration, par la DGEFP, par la Direct. Donc, il y a eu déjà ce qu'on appelle par abus de langage, la loi handicap, donc la loi de 2005, qui a fait passer les CAT, qui a changé les appellations. Les CAT se sont appelés ZAT et les entreprises adaptées, les ateliers protégés se sont appelés entreprises adaptées. C'est pas que les appellations qui ont changé, il y a tout un tas de choses. Et très récemment, il y a maintenant 2 ans, il y a encore des choses qui ont changé pour les entreprises adaptées, qui sont rentrées en vigueur au 1er janvier 2020. En l'occurrence, avant ça, on devait être 80% de salariés en situation de handicap à la production, donc uniquement le personnel de production. Et dorénavant, on doit être 55% de personnes en situation de handicap sur l'ensemble de l'effectif de l'entreprise adaptée. Ok, alors merci pour la précision. C'est bien plus précis que ma mauvaise fourchette. Et après, au sein de cette entreprise adaptée, donc il peut y avoir différents types d'activités très larges et surtout, il y a différents types de contrats. Après, on pourra y revenir un peu plus tard. Il y a des CDI, il y a des CDD dits tremplins. C'est des expérimentations récentes. On pourra en parler un peu plus tard. Mais voilà, il y a différentes formes de contrats, mais qui sont malgré tout des entreprises de droit privé et qui ont une activité dite économique avec une réalité économique à assumer. Ouais, c'est des entreprises comme les autres finalement. Est-ce que Mathieu Boulanger, vous pouvez nous préciser ce que c'est la différence entre EA et ESAT, s'il vous plaît? Alors, les entreprises adaptées et les ESAT ont comme point commun déjà de recruter des personnes en situation de handicap, ont également pour l'aspect des clients qui doivent acheter des prestations et qui ont l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, l'OETH comme on l'appelle, en achetant des prestations aussi bien aux entreprises adaptées qu'aux ESAT, on va pouvoir réduire sa contribution à GFIP dans le privé et FIP-HFP dans le public. Maintenant, il y a des différences. Un ESAT n'est pas une entreprise, c'est un établissement médico-social. Il y a un encadrement médical. Donc, on ne dépend pas du Code du travail, on dépend du Code de la santé publique. On n'a pas de représentant du personnel, on n'a pas de minimum de salaire. On a en entreprise adaptée tout ça, on a des IRP, on a une convention collective, un minimum de salaire, mais on n'a pas d'encadrement médical. Donc, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, si je suis en situation de handicap, je vais être orienté plutôt vers le milieu ordinaire, comme on l'appelle, ou vers ce qu'on appelle le secteur protégé. Finalement, on entend parler de ce secteur protégé. Finalement, ça ne désigne, dans le monde de l'entreprise, en tout cas, ça ne désigne que les ESAT. Donc, c'est un terme pour ne parler que des ESAT, le secteur protégé. Donc, il y a un organisme qui s'appelle MDPH qu'on va aller voir quand on pense être en situation de handicap. On va passer devant une commission qui s'appelle la CDAPH. Alors, désolé, on est en l'ESS, plein de sigles, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, et on va recevoir le fameux sésame qui s'appelle la RQTH, reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Et avant la fameuse loi de 2005 dont je parlais tout à l'heure, il y avait cet organisme qu'on appelait la Cotorep. Donc, à la Cotorep, à l'époque, on avait des pourcentages de handicap, ce qu'on appelait l'efficience réduite. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, l'efficience réduite, ça a été remplacé par la notion d'orientation professionnelle. Je vais à la MDPH, je passe devant cette fameuse commission, la CDAPH, j'ai cette fameuse RQTH, désolé encore pour tous ces sigles, et je suis orienté soit vers le secteur protégé, soit vers le milieu ordinaire du travail. Si je suis orienté vers le milieu ordinaire du travail, je peux travailler chez Paprec Group, je peux travailler à la RATP, je peux travailler dans n'importe quelle entreprise et je peux travailler chez Le Petit Plus, chez Numérique EA, chez Fast Road, dans n'importe quelle entreprise adaptée. L'entreprise adaptée fait partie de ce qu'on appelle le milieu ordinaire du travail. Si je suis orienté vers le secteur protégé, ça veut dire que je suis orienté en ESAT.
Qu'est-ce qui fait que cette commission va plutôt m'orienter en fonction de ma pathologie vers une structure comme l'ESAT qui bénéficie d'un encadrement médical et qui n'est pas une entreprise en tant que telle, c'est que je vais avoir une pathologie plus lourde, plus invalidante qui nécessite cet encadrement médical. Donc, voilà, si on veut aller vite et faire des raccourcis, on va parler de handicap mental, on va parler de pathologies très lourdes qui nécessitent cet encadrement médical qui laisse moins d'autonomie. Donc voilà, c'est ça la différence fondamentale. Les deux font un travail d'une très grande qualité. On va dire que du fait des typologies de handicap et des degrés d'autonomie qu'on peut retrouver en ESAT par rapport à ceux qu'on peut retrouver en entreprise adaptée, on a des métiers qui sont un petit peu plus représentés dans les ESAT et d'autres qui sont un petit peu plus représentés dans les entreprises adaptées. Si je prends le cas d'une entreprise que je connais bien, qui fait un super boulot, qui s'appelle Le Petit Plus, qui fait de la collecte des déchets de bureau, chez Le Petit Plus, par exemple, on a des métiers de chauffeur. On a des métiers de chauffeur VL, mais aussi des métiers de chauffeur PL. Bon, ben voilà, les métiers de chauffeur, comme chez Le Petit Plus, qui sont la majorité des emplois, c'est environ 75% des emplois pour 25% des emplois en tri. Donc, du coup, en tout cas, sur cette activité collecte. Donc, du coup, en ESAT, on ne va pas retrouver des structures qui ont 75% de leurs emplois qui sont des chauffeurs, qui sont sur la route et qui sont en situation de handicap. Voilà, ça ne correspond pas à cette typologie. Il y a beaucoup de métiers en ESAT de sous-traitance industrielle, de conditionnement, d'espace vert, mais plein d'autres. Encore une fois, les ESAT savent innover, les ESAT font également un boulot d'une très grande qualité. C'est juste, voilà, par rapport à ce degré d'autonomie, on ne va pas forcément retrouver les mêmes structures, les mêmes métiers, pardon. C'est normal. Merci pour ces précisions. Mathieu Barre, cette fois, chez Numérique UA, est-ce que vous pouvez nous présenter-nous un peu cette structure que vous dirigez maintenant depuis 1 an? Alors, Numérique UA est né en 2005. C'est le fruit en fait de l'engagement de trois entrepreneurs. Mathieu Delem, qui est le directeur d'une agence digitale qui s'appelle ECD, qui a 20 ans d'histoire. Frédéric Bardot, le directeur de Simplon, et Sylvain Coutier, directeur de ATF Gaia, qui est une entreprise adaptée. Et tous les trois sont dans le milieu du digital, et tous les trois se sont dit comment on pourrait contribuer à l'impact social. Et on a tous les trois une activité qui est complémentaire, qui permettrait de faire en sorte qu'une agence digitale solidaire puisse naître et puisse bien fonctionner compte tenu de nos complémentarités. Donc Mathieu Delem, le métier d'agence digitale, il le maîtrise depuis 20 ans. Frédéric Bardot, côté Simplon, il a la capacité à former les personnes sur les métiers du numérique et qui, du coup, est capable effectivement de nous accompagner dans la formation de nos collaborateurs. Et puis, Sylvain Coutier, du fait de son expérience en tant qu'entreprise adaptée, pour aider à créer la structure, etc. Donc, c'est effectivement ces trois personnes qui se sont regroupées et qui se sont dit, créons une entreprise adaptée dans le secteur du digital. Pourquoi? Parce que le digital, ça reste un secteur d'activité dit en tension. C'est une activité où il y a du travail, il y a de l'activité, il y a des besoins. Et le rôle final, mais on pourra peut-être en reparler avec Mathieu s'il partage ça, mais notre rôle d'impact, c'est pas uniquement d'embaucher et ad vitam aeternam et de grossir. On a aussi un rôle aussi d'inclusion, de tremplin et de pouvoir aussi, si certains collaborateurs le souhaitent, pouvoir rebondir chez peut-être nos clients, peut-être nos prospects, peut-être même nos concurrents. C'est aussi ça. Et donc du coup, le métier du digital a cette vertu de qu'il y a des besoins, que demain il y en aura encore, et que si nous, avec notre écosystème, on a cette capacité à identifier les bonnes personnes, les accompagner dans la formation, travailler sur des projets qui leur permettent d'acquérir une expérience de langue. Du coup, ils ont une employabilité qui devient forte et une capacité, s'ils le souhaitent, à pouvoir
évoluer dans une entreprise. Alors effectivement, Mathieu disait que les entreprises adaptées étaient aussi le milieu ordinaire. Alors parfois, on appelle aussi le milieu ordinaire les entreprises dites non adaptées. Mais voilà, en tout cas, dans d'autres structures, s'ils le souhaitent. Après, c'est pas du tout une obligation, mais effectivement, il y a aussi cette notion d'inclusion qui est, et c'est aussi pour ça, je pense, pour cette notion d'inclusion, que les taux de personnes en situation de handicap ont tendance à baisser aussi dans les entreprises adaptées pour favoriser cette notion d'inclusion. Donc du coup, les métiers sur lesquels on travaille, donc c'est des créations de sites internet pour nos clients. C'est tout ce qui est du webmastering. Alors webmastering, c'est de l'intégration de contenu dans les sites. Donc suite à une refonte ou au fil de l'eau, typiquement, on travaille régulièrement avec le ministère de la Transition écologique et solidaire, où ils nous sollicitent ponctuellement pour mettre en ligne, donc on a les accès au back-office, on met en ligne des communiqués de presse, des contenus, des photos, etc. Donc on a capacité à accompagner nos clients, que ce soit de façon ponctuelle suite à une refonte, que ce soit plus étalé en fonction des besoins. On fait du testing, on fait des campagnes emailing pour nos clients, et surtout un métier sur lequel on s'est renforcé et sur lequel on a toute légitimité à intervenir, c'est ce qui s'appelle l'accessibilité numérique. Alors ça pareil, ça parle pas à tout le monde, c'est toutes les bonnes pratiques du web qui vont permettre aux dispositifs digitaux d'être accessibles au plus grand nombre. Comment on fait pour qu'un site web, une personne qui est malvoyante, avec sa synthèse vocale, puisse avoir une restitution orale du site. Donc voilà, il y a plein de bonnes pratiques, il y a des référentiels, et qui mieux que des personnes en situation de handicap pour incarner, porter ces sujets-là et les porter au sein des entreprises qui ont aujourd'hui cette obligation. C'est une obligation légale. Les grandes entreprises qui font plus de 250 millions de chiffre d'affaires ou les structures publiques ont cette obligation de rendre leurs dispositifs digitaux accessibles. Donc il y a un besoin et il y a toute légitimité à ce que les collaborateurs en situation de handicap puissent les accompagner et intervenir. Merci Voilà. pour cette précision. Mathieu Boulanger, vous avez déjà un peu évoqué ce que vous faites à Petit Plus, mais peut-être vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Oui, alors le Petit Plus, on a pas mal innové dans le secteur du tri sélectif, de l'organisation du tri sélectif dans les entreprises et les organisations. Et on innove encore un petit peu avec là des bornes qui viennent de sortir, qui n'existent pas encore sur le marché, qui permettent de trier de façon un petit peu plus intelligente et un petit peu plus intuitive, un petit peu plus ludique. Donc, on met en place des programmes de tri sélectif. On aide les entreprises à mieux trier leurs déchets, tout simplement, à mieux trier leurs déchets de boissons, mieux trier leurs papiers, leurs cartons, leurs piles, leurs cartouches, leurs ampoules, mieux sécuriser le process autour de leurs documents confidentiels, avec des bornes sécurisées de la collecte, de la destruction qui est tracée avec des codes barres, avec de la traçabilité sur l'heure d'arrivée dans l'entrepôt, l'heure de destruction, des certificats de destruction. Donc voilà, on a une première étape qui est l'organisation du tri sélectif, et ensuite on a un métier de collecte et valorisation des déchets. Donc on a des chauffeurs qui viennent collecter les déchets dans les entreprises. On a une usine de 3500 mètres carrés à La Courneuve et on a différents sites un peu dans toute la France qui sont des sites relais. Et on organise cette collecte. On trie les déchets, donc on sépare les différentes qualités de papier, on fait de la destruction sécurisée, on fait du tri de D3E, on fait tout un tas de métiers autour du tri des déchets et du conditionnement. Avec l'intégration dans le groupe Paprec, ça nous a donné des capacités qui sont vraiment un réacteur à la fusée parce que, par exemple, on est la seule entreprise adaptée en France aujourd'hui à avoir ce qu'on appelle des BNOM. En gros, si je veux vulgariser, c'est les camions poubelles qu'on a en bas de nos immeubles ou qui viennent collecter dans les habitats individuels les bacs et qui viennent les basculer et les compacter. Donc ça, aujourd'hui, on est à près d'une quinzaine de BNOM. Donc ça nous donne une puissance de frappe qui est assez inouïe. On est les seuls à faire ça. Et on a une usine, j'ai d'ailleurs posté sur LinkedIn pas plus tard que la semaine dernière les photos là, des travaux. On a une super usine qui est en train de se finaliser, qui est un joli outil. Je vais organiser des visites assez régulières, donc si certains
voient cette vidéo et que ça les intéresse, ne pas hésiter à me contacter et je serai ravi de vous faire visiter cette usine. Et ensuite, on a une grande traçabilité sur les filières de recyclage final. Alors qu'on peut considérer que Paprec ou Le Petit Plus ce sont ce qu'on appelle entre guillemets les recycleurs, mais en réalité, nous sommes des logisticiens. Des logisticiens. Alors, pour Paprec, ils ont aussi des usines de recyclage final dans le groupe. On a déjà des usines de recyclage du plastique ou d'autres matières, mais principalement, ce métier, il fonctionne avec des logisticiens comme nous qui vont faire la logistique de collecte des déchets et qui vont faire la logistique de tri et de conditionnement. Donc, on va emballer, on va mettre en balle les différents déchets. Ensuite, on va les acheminer vers des usines de recyclage final. Et c'est là où on apporte une grande traçabilité à nos clients avec une priorité aux usines de recyclage françaises, de proximité, en circuit court. Et on fournit des attestations de recyclage avec toutes les usines avec lesquelles on travaille. C'est très complet, merci. Vous avez parlé des métiers que vous proposez. Moi, je me questionnais sur les contrats à l'embauche. Qu'est-ce que vous proposez comme contrat? Alors, côté numérique UA, il y en a essentiellement deux. Pareil, je compte sur Mathieu pour compléter s'il en a d'autres. Il y a le CDI classique. Voilà, sont toutes bêtes. Et il y a une autre forme qui est une expérimentation qui s'appelle le CDD tremplin, qui s'inscrit vraiment dans une démarche d'inclusion, avec cette notion de tremplin, qui inclut un accompagnement fort au projet professionnel du collaborateur. Ça peut être potentiellement de la reconversion, potentiellement, voilà, en tout cas, un vrai accompagnement fort, et avec cette notion de il peut être renouvelé plusieurs fois dans une durée maximale de 2 ans et que à l'issue des 2 ans, l'enjeu c'est une embauche réussie au sein d'entreprises de notre réseau ou autres, grâce à l'expérience, l'employabilité et la formation. Ça, c'est très important. C'est vraiment la particularité du CDD tremplin, c'est d'accompagner le projet professionnel du collaborateur pour réussir à ce qui s'appelle une sortie positive. C'est voilà, c'est l'expérimentation dans laquelle Numérique UA s'est lancé parce qu'on croit fort à cette dimension d'inclusion et voilà, donc il y a une partie des collaborateurs qui sont en CDI, qui sont dans le cadre de CDD tremplin, et typiquement les sujets de l'accessibilité numérique se portent vraiment à cette notion de tremplin. C'est des nouveaux métiers. Les entreprises, les gros groupes du CAC 40 vont avoir des besoins ou ont des obligations d'emploi de personnes en situation de handicap. Et là, typiquement, c'est des profils qui ont vraiment vocation à pouvoir s'intégrer dans ce processus-là. S'ils sont avec nous durant la durée du CDD tremplin en faisant des missions pour ces entreprises-là, il y a tous les indicateurs qui laissent penser que une sortie positive puisse se passer après auprès de ses partenaires. Merci. Quelque chose à compléter, Mathieu? Oui, avec plaisir. Alors, je souriais parce que je suis ravi d'entendre Mathieu parce qu'il arrive avec cette fraîcheur aussi où on sent l'envie. Non, on en parlait tout à l'heure. Enfin, je sais que l'entreprise adaptée, c'est enthousiasmant. Ça donne envie et je ressens ça dans le discours de Mathieu et il a à la limite il a rien loupé sur les débats sans fin qu'il y a eu autour de ces expérimentations qui ont duré quand même pas mal d'années. En gros, dans ce qu'on appelle l'insertion par l'activité économique, donc là c'est un autre domaine, on va recruter des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Et l'objet, c'est pas de faire du nettoyage ou de faire de la plomberie ou de faire des sites internet ou de la collecte de déchets. L'objet, c'est le retour à l'emploi. C'est l'objet principal et c'est la raison d'être des SIAE. Et dans les SIAE, il y a ce dispositif qu'on appelle le CDDI, le contrat à durée déterminée d'insertion,
qui sont des parcours de retour à l'emploi. Et il y a quelques années, du côté de la DGEFP, du côté du ministère du Travail, du côté de la Directs, ils ont commencé à se questionner sur ce modèle d'entreprise adaptée en faisant les comptes et en disant, bon, bah, les gars, vous êtes mignons avec vos CDI, mais nous, on aimerait, en gros, hein, j'essaye de vous résumer très très vite quelque chose qui a pris plusieurs années et qui a fait grincer beaucoup de dents. On aimerait que ce modèle d'entreprise adaptée change et aille vers plus d'inclusion. Alors, ça a été vent debout, voilà. Et puis petit à petit, tout un tas de personnes, en particulier à l'UNEA, l'Union nationale des entreprises adaptées, qui fait un boulot formidable, qui est le représentant du modèle entreprise adaptée en France. Moi, qui m'a beaucoup aidé, qui a beaucoup aidé le Petit Plus et qui a aidé beaucoup d'entreprises adaptées également, qui s'est mis à porter le projet et à travailler avec la DGEFP, avec la Directs sur ces sujets. Et donc, il y a ces expérimentations qui ont vu le jour. Moi, j'avais cette chance-là, un peu comme une entreprise amie qui s'appelle Ares. J'avais cette chance-là d'être sur une des rares entreprises en France. Enfin, je pense qu'il n'y avait que nous deux, mais il y en a peut-être d'autres que je suis désolé si je ne les connais pas, mais qui étaient sur ce modèle-là, entreprise adaptée et entreprise d'insertion. Ce qui veut dire qu'on avait ce modèle-là où le discours que tient Mathieu aujourd'hui de façon totalement décontractée, il y a 6 ans, il le tenait devant certains patrons d'entreprises adaptées, il était brûlé vif sur la place du village, parce que c'est vrai que c'était déjà beaucoup de contraintes le modèle entreprise adaptée, et donc du coup bon, voilà, avec toutes ces contraintes-là, se rajouter ce sujet des sorties positives vers l'emploi, donc de faire des contrats dans le but de… nous, on était déjà très portés sur la professionnalisation, la formation des personnes en situation de handicap, donc il n'y avait pas de problème avec ça, mais on n'était pas du tout… L'objet des EA, c'était absolument pas le retour à l'emploi. C'était vraiment le CDI et on se mettait dans nos contrats, dans ce qu'on appelait avant les COT, maintenant qui s'appellent les CEPOM. Donc, à l'époque, c'était des contrats d'objectifs triennaux. Donc, on se marquait que sur la durée des 3 ans, on ferait une sortie sur une centaine de salariés, qu'on ferait une sortie histoire de faire beau sur la photo du dossier, mais qu'on faisait même pas. Voilà. Mais parce que c'était pas le modèle et c'était pas dans l'ADN, on n'était pas préparé pour faire des sorties. Il faut avoir ce qu'on appelle des CIP, des chargés d'insertion professionnelle. C'est un métier. Le retour à l'emploi. Donc, du coup, c'était pas le métier des EA. Et il y a eu ces fameuses expérimentations dont Mathieu vient de parler, démarré le 1er janvier 2001 avec ce qu'on appelle les EATT, les entreprises adaptées de travail temporaire, donc qui est un nouveau modèle qui est calqué sur celui de l'EITT dans les SIAE, entreprises d'insertion de travail d'insertion de travail temporaire. Donc, du coup, les EITT, les EATT donc, font partie de l'expérimentation, les entreprises pro-inclusives, je ne rentre pas dans le détail, et ces fameux CDD tremplin, qui sont ni plus ni moins que le calque du CDDI dans l'insertion par activité économique. Donc nous, le Petit Plus, moi j'ai pas mal participé aux discussions autour de ce modèle-là de CDD tremplin. Donc on a été dans les 15-20 premières entreprises adaptées à signer, on était présent dans le décret à tester l'expérimentation. Donc on est sur ce modèle CDD tremplin depuis le début, ça marche plutôt bien. Alors bien évidemment, le Covid n'a pas aidé sur ce genre d'expérimentation. Pour nous, chez le Petit Plus, on a perdu quelque chose comme 90% du chiffre d'affaires lors des périodes de confinement. Donc c'était des périodes un peu compliquées. Mais c'est un modèle qui fonctionne bien. Et c'est vrai que le fait d'avoir chez le Petit Plus, enfin en tout cas d'avoir une entreprise d'insertion résilience et d'avoir le Petit Plus fait qu'on a aussi ce entre guillemets savoir-faire, c'est-à-dire qu'on a déjà dans l'organigramme, on a déjà des CIP qui sont là pour s'occuper de ces retours à l'emploi. Et donc c'est une jolie évolution pour les entreprises adaptées, elles s'y prêtent bien, elles jouent le jeu. Donc les entreprises adaptées, et à en écouter Mathieu qui en parle comme aujourd'hui un collaborateur d'une entreprise d'insertion pourrait en parler. Et c'est ça qui est agréable pour moi, c'est de voir que voilà, il y a 15 ans, c'était un sujet, quoi. Enfin voilà, jusqu'à il y a encore quelques années, c'était un sujet compliqué. Et aujourd'hui, ça se démocratise en entreprise adaptée. Ça démontre encore la puissance de ce modèle, notre adaptabilité, notre flexibilité, notre capacité à progresser. Donc les entreprises adaptées, c'est un très très beau modèle et ça c'est vraiment une preuve en très peu de temps. On a eu très très peu de temps pour se faire à ces changements. Et quand on regarde les chiffres des CDD tremplin aujourd'hui, c'est assez encourageant.
C'est déjà une réussite. Vous parlez de la formation des salariés, mais est-ce que du coup les entreprises ordinaires, classiques, pour les appeler comme ça, est-ce qu'elles sont prêtes et est-ce qu'elles n'ont pas aussi besoin de formation, de sensibilisation pour accueillir aussi ces personnes en situation de handicap? Alors, je pense que, je pense que Mathieu, une expérience plus forte que la mienne, il pourra compléter, mais moi, je crois beaucoup au fait que c'est plus, enfin, il y a bien sûr probablement des outils et des formations, mais je pense que c'est souvent lié à la méconnaissance en fait. Et je crois, c'est pour ça que quand je parle du projet qu'on met en place avec nos référents accessibilité numérique, là, qui viennent de suivre une formation pendant 2 mois et qui ont vocation à démarrer des missions longues chez nos clients, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen que pour nos entreprises, clients, partenaires, de travailler avec un collaborateur, certes en prestation au début, d'apprendre à connaître, d'apprécier ses compétences, sa valeur ajoutée sur des métiers dits en tension d'accessibilité numérique où il n'y a pas beaucoup de gens qui savent faire correctement ce travail. Je pense que c'est aussi le levier qui va permettre euh, d'apprendre à connaître ses candidats à l'emploi et à faciliter la passerelle. Et je pense que c'est effectivement souvent la méconnaissance qui fait que le recrutement, il est pas forcément évident pour des entreprises qui sont éloignées de ce secteur-là. Et je pense que des missions de durée moyenne, par exemple 3 mois, 6 mois, permettre voilà, d'apprécier, d'apprendre à connaître et de favoriser la passerelle et l'embauche réussie. Après, probablement, effectivement, il y a probablement au-delà de ce côté un peu intuitif et, euh, et un peu du bon sens, je pense qu'après, il y a probablement peut-être des outils spécifiques. Nous, on y reviendra au canot avec nos conférences. En avril, on a prévu de parler employabilité des personnes en situation de handicap et j'espère qu'on apportera aussi des éléments de réponse de ce côté-là. C'est qui on parle beaucoup de vos clients, mais c'est qui vos clients? Est-ce que c'est des structures déjà sensibilisées ou en tout cas de l'économie sociale et solidaire qui partagent peut-être ces mêmes valeurs ou est-ce que c'est vraiment un portefeuille très différent? Ah, tiens, Mathieu commence pour une fois. Ah, enfin, je rebondis aussi sur cette question autour de la sensibilisation. Avant ça, il y a bien évidemment encore, il y a toujours à évangéliser sur ce sujet-là, hein. La canne blanche et le fauteuil roulant, c'est moins de 5% des personnes en situation de handicap et on a encore beaucoup de, enfin beaucoup, on peut encore rencontrer des appréhensions. Donc, du coup, on a accompagné. Après, il y a des structures qui font ça très bien. Je pense à Andeco, je pense au réseau GESAT, je pense à Andy Réseau, je pense à encore voilà, plein de consultants que je connais qui font ça en freelance et qui font ça depuis des années, qui font un super boulot. Je vais pas tous les citer là et je m'en excuse, mais j'en ai plein en tête qui font de la sensibilisation en entreprise. Nous, entreprises adaptées, c'est aussi notre rôle. C'est-à-dire que nous, chez Le Petit Plus, on va par exemple souvent faire de la sensibilisation sur les sujets du tri sélectif. Donc, on va organiser des stands, on va organiser des animations quand on démarre une prestation chez un client, ou pour la journée européenne de réduction des déchets, ou pour la semaine de l'emploi des personnes en situation de handicap, etc., etc. On a tout un tas d'animations, d'événementiels autour des déchets, mais dans lesquels on va également parler de ce que c'est qu'une EA, quel type de pathologie on peut retrouver. Et nos salariés en parlent très bien. Nos salariés en situation de handicap sont là souvent pour témoigner également. Donc, en tant qu'entreprise adaptée, on a ce rôle-là. Et nos clients, c'est un petit peu tout cela, c'est tout ce dont tu as parlé. C'est-à-dire que bien évidemment, on a les aficionados des achats auprès du STPA, qui sont des acheteurs bien connus par nous tous. Mathieu, tu parlais tout à l'heure de mon ami Sylvain Coutier, on parlait de Manuel Bonnet et tout un tas d'autres où on grenouille dans ce monde des entreprises adaptées depuis pas mal d'années. Donc, on rencontre les acheteurs qui sont un peu, entre guillemets, spécialisés. Donc, ceux-là, voilà, hein, il y a tout un tas de directions achats chez Société Générale, à SNCF, à la RATP, j'en passe, qui sont vraiment des spécialistes des achats auprès du STPA et des achats auprès des SIAE aussi. Ça va souvent ensemble. Donc,
aussi bien privés que publics. Et puis, on a aussi tous des TPE, des PME qui sont tombés par hasard parce qu'ils recherchaient une prestation de qualité et ils sont tombés par hasard sur une EA parce que Numérique EA, je connais un petit peu le boulot de Numérique EA, je sais qu'ils font un super boulot, ils cherchent une boîte pour faire un site internet. C'est pas parce que c'est une EA qu'ils vont passer par Numérique EA, c'est parce qu'ils ont des références, c'est parce qu'ils ont vu que c'est un boulot de qualité. Moi, assez souvent, je suis en concurrence avec des entreprises traditionnelles qui sont pas des entreprises adaptées. C'est le petit plus qui est retenu. Et on fait absolument pas de misérabilisme. On ne va pas vendre, s'il vous plaît, monsieur ou dame, donnez-nous du travail pour les pauvres petits handicapés. On fait à peu près l'inverse. On met en avant notre savoir-faire, on met en avant nos qualités, notre professionnalisme, le fait qu'on va être meilleur que tous nos petits concurrents. On justifie pas d'être une EA pour être ni plus cher ni moins cher que les prix du marché. Donc nous, ce qu'on vend, c'est exactement la même chose que n'importe quelle PME qui vient présenter ces facteurs différenciants. Donc, ça peut être vraiment des entreprises qui nous ont choisi avant tout parce qu'ils nous ont mis en concurrence et parce que, en termes de métier, on a été les meilleurs. Ça peut être aussi le petit coup de pouce, bien évidemment, de la contribution à GFIP ou FIP-HFP, des entreprises qui ont une démarche RSE et qui ont voulu augmenter leurs achats auprès des entreprises adaptées et ESAT. Mais dans tous les cas, c'est voilà, tout type d'entreprise, c'est vraiment qui sont représentées, public, privé, dans tout secteur. Alors, je rejoins effectivement Mathieu sur à la petite différence près que nous, Numérica, c'est vrai qu'on a grandi avec notre grand frère ECD, qui est une agence qui a 20 ans et qui est spécialisée envers le monde associatif et le monde de l'ESS. Et donc, du coup, par ricochet ou parfois par effet d'opportunité, effectivement, on a aussi évolué dans cet écosystème. Quand on faisait du webmastering ou de l'intégration de contenu, au début, c'était parfois sur les sites que ECD avait créés et nous, on intervenait sur la deuxième partie du projet. Donc, historiquement, était plus proche de cet écosystème-là, économie sociale et solidaire. Et puis petit à petit, on s'en affranchit, on voit aussi nos propres ailes et voilà, on travaille soit avec des entreprises, enfin des collectivités, des structures publiques. Quand je parle du ministère de la transition écologique et solidaire, on peut travailler avec des entreprises adaptées, comme effectivement Fast Road avec lesquelles on a travaillé l'été dernier. Puis il y a 2-3 mois, on a fait le site de Tony Parker et Teddy Riner. Donc là, c'est encore deux sportifs qui sont pas forcément de cet écosystème-là au départ. Donc, je rejoins Mathieu sur le fait que les gens nous choisissent pour la qualité du travail, le sérieux de ce qu'on fait, et que je pense que parfois ça fait aussi du bien de travailler avec des gens comme nous, et que certes, il y a parfois, je pense que l'intérêt de la réduction dite AGFIP, de la contribution AGFIP qu'il peut y avoir, n'est souvent pas la raison pour laquelle les gens nous choisissent. C'est quelque chose de secondaire, mais c'est effectivement la qualité, le professionnalisme des équipes, l'engagement aussi dans ce qui est fait. Tant mieux, c'est rassurant d'une part. Pourquoi en fait vous êtes orienté vers ce type d'entreprise-là spécifiquement? Je sais que Mathieu Barre, vous n'êtes pas forcément du monde de l'économie sociale et solidaire et des entreprises adaptées. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce parcours et pourquoi avoir choisi de se tourner vers ce genre d'entreprise? Alors c'est vrai que c'est un parcours. Alors je sais pas si c'est atypique, mais en tout cas j'évoluais pas dans ce milieu-là jusqu'à il y a 1 an. Moi j'ai un parcours où j'ai grandi pendant 20 ans au sein du groupe PSA Peugeot Citroën. Je travaillais pour la marque Citroën et je m'occupais de l'écosystème digital de la marque. Donc certes, j'étais déjà dans le milieu du digital, tout ce qui était conception, réalisation, déploiement, vie courante, etc. Dans tous les métiers, tous les pays où Citroën est présent, donc à peu près une centaine de pays.
Et parallèlement à ça, je suis toujours bénévole dans une association qui s'appelle La Petit Pas pour l'INA, qui fait de la sensibilisation au handicap. C'est une association de Montreuil. Et cette sensibilisation au handicap, elle passe par différents leviers. Et celui dont je me suis occupé, c'était le levier du sport, en disant que le sport, c'est un moyen formidable de lever certaines barrières, et notamment avec l'organisation d'une course à pied solidaire à Montreuil, une course handi valide, et que le sport, il a cette vertu-là de faciliter et de rapprocher ces deux mondes. Et en fait, je me suis rendu compte de ce qui était des montagnes qu'on arrivait à déplacer, qui ont été habitées par une cause. Et puis c'est aussi une histoire de rencontre où j'ai rencontré Mathieu Delem, qui avait fondé Numérique QA en 2005, qui avait besoin d'un directeur à ce moment-là. Et voilà, j'ai sauté à pieds joints. Alors c'est vrai que c'est un grand écart quand on vient d'un grand groupe industriel de plusieurs centaines de milliers de collaborateurs à aujourd'hui une structure, on est 10. Donc voilà, en tout cas, en termes d'effectifs, de structure, c'est un vrai saut. Malgré tout, on a la chance, même si on est une petite structure, de faire partie d'un groupe où on bénéficie des process, des méthodes de travail. Et ça aussi, ça nous permet de grandir de façon correcte en bénéficiant de toute la structure du groupe, que ce soit administrative, etc., etc. Donc ça nous permet aussi de grandir correctement et de bénéficier aussi de l'effet du tutorat ou mentorat, peut-être de Sidi, auprès de nos collaborateurs, leur permet de partager leur expérience et de bien grandir. Donc voilà, c'est un parcours un peu, je sais pas si c'est à 90 degrés, mais en tout cas, voilà, il y a eu un gros changement, mais qui était habité par une sensibilisation. Voilà, c'était pas un monde inconnu, même si le monde professionnel et le sujet du handicap, ça l'était. Mais voilà, je le vivais via un engagement associatif. Et voilà, j'ai voulu joindre mes compétences pro et mon engagement perso. Et voilà, en tout cas, c'est juste le message que je voulais faire passer auprès des gens qui nous écoutent, c'est que voilà, n'ayez pas de crainte. Si vous êtes habité par quelque chose et motivé, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, que j'ai beaucoup apprécié. Mais voilà, faut pas hésiter, et c'est une chance incroyable, et vous saurez pourquoi vous vous levez le matin. Un alignement des valeurs. Merci en tout cas pour ce témoignage inspirant. J'espère qu'il fera franchir le cap à d'autres. Mathieu Boulanger, donc ça fait plus longtemps que vous êtes dans ce milieu-là. Pourquoi ce milieu-là? Est-ce que c'est par hasard, par envie? Les deux. On va dire que l'insertion et le handicap, c'est des trucs qui me suivent depuis que je suis un peu petit, parce que moi, le handicap à titre personnel, ça a été un truc dans mon enfance assez présent. Donc, du coup, voilà, j'ai moi-même été, je suis à nouveau, j'ai une RQTH aujourd'hui, mais j'ai été assez lourdement handicapé dans mon enfance, donc du coup, ça m'a parlé. Et puis, ma garderie, quand j'étais petit, c'était le pavillon d'accueil des toxicomanes de ma mère, qui était présidente d'une asso, qui avait créé une asso donc, avait un pavillon d'accueil de jour des toxicos et de prévention sur le sida en Seine-Saint-Denis. Donc, quand après une carrière de danseur pendant pas mal d'années, j'ai cherché un petit boulot le matin et que j'ai pondu une idée entrepreneuriale géniale qui a été je vais faire du ménage parce que c'est tôt le matin, comme ça je pourrais continuer la danse l'après-midi. J'ai créé une structure et j'habitais à Saint-Denis à cette époque-là, et contrairement à, moi, j'écoute le parcours de Mathieu. J'ai accompagné 150, un peu plus de 150 porteurs de projets de création d'entreprise ces dernières années, et je suis assez admiratif justement de ces rebonds de carrière, parce que pour moi, et c'est pas de la fausse modestie, bien au contraire, ça n'a pas été quelque chose de très difficile, l'insertion et le handicap, quand j'ai démarré, parce que je venais un peu de ce monde-là. C'est-à-dire que les gens dans ma famille sont quasiment tous travailleurs sociaux. Ils m'ont dit: ah oui, toi, tu veux créer une entreprise, on va t'envoyer tous les cassos qu'on a sous le bras, hein, pour reprendre leurs termes. Donc, du coup, j'ai eu déjà
quelques pépites qui m'ont été envoyées dans ma famille. Et j'ai aussi mis tout de suite en place un partenariat avec la maison d'arrêt de Villepinte. Je me suis accoquiné avec tous les travailleurs sociaux de la ville de Saint-Denis parce que c'était quelque chose que je connaissais bien et avec lequel j'étais à l'aise, en fait. Donc, du coup, sur le modèle de l'insertion par activité économique, ça a été un sujet facile. Et puis, quand il s'est posé la question, mon père a vécu au Québec une quinzaine d'années, donc quand j'ai vu des entreprises sociales qui faisaient de la collecte des déchets là-bas, je suis revenu en France comme un taré en me disant mais c'est trop bien cette histoire, faut que je fasse ça. Ils sont sur un modèle qui est super innovant et donc voilà, le modèle de l'insertion je connaissais un petit peu. J'ai eu cette énorme chance de rencontrer l'UNEA, de recevoir plein de conseils. J'ai obtenu un premier prix de concours de création de A, donc j'ai eu du coaching pendant 1 an par une dirigeante de A expérimentée, et Sylvain Coutier dont on parlait tout à l'heure qui m'a filé pas mal de coups de main aussi. Donc du coup j'ai créé cette entreprise là. Je rejoins entièrement Mathieu. On sait pourquoi on se lève le matin. Ça donne la pêche, ça donne envie, c'est super stimulant. Et pour moi, c'est vrai que voilà, ayant grandi en Seine-Saint-Denis dans cet univers du médico-social depuis tout petit, je vois plein de gens en effet qui sont dans des entreprises traditionnelles qui trouvent ça extraordinaire. Pour moi, c'est juste quelque chose qui a été vraiment facile et qui ne l'est pas en fait, qui a été une continuité de choses que je connaissais. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, on dit. Mais du coup, 2 parcours très différents et très inspirants tous les deux. Merci pour ces témoignages. J'ai des questions qui m'arrivent, alors je vais essayer de vous les poser. Une question de Christine. Quelle procédure pour devenir une entreprise adaptée? Où s'adresser et à quelles conditions? Je me tourne vers toi, Mathieu Boulanger, plutôt. J'ai l'impression qu'il faut s'adresser à toi, en fait. Alors, moi, là, aujourd'hui, en effet, j'ai depuis janvier de cette année une activité de conseil. Là, donc, je vais peut-être être amené à créer une entreprise adaptée pour un groupe dans un métier un petit peu, enfin, qui n'est pas représenté encore dans le secteur, et avec un volant féminisation d'un métier qui l'est très peu pour l'instant. Donc, c'est un projet intéressant. On va voir si ça se concrétise. Donc, oui, je peux accompagner des structures à la création d'entreprises adaptées, au développement d'entreprises adaptées avec estime, avec plaisir. Mais au-delà de ça, pour répondre à la question, il y a, alors maintenant, ça évolue souvent, mais il y a un dossier qu'il faut remplir avec une trame qui évolue aussi régulièrement, mais qui est sensiblement la même, avec la qualité du projet social, l'accueil, l'intégration et tout ce qu'on va retrouver dans un dossier classique de création d'entreprise. Donc, qui est étudié par l'organisme référent des entreprises adaptées, qui est la Directe, à qui on rend des comptes, avec qui on organise ce qu'on appelle le dialogue de gestion, qu'on va rencontrer et qui vont venir nous visiter, qui vont nous donner des conseils, qui vont superviser un petit peu le travail des entreprises adaptées. On va leur faire ce fameux dossier annuel. Voilà. Donc, il y a ce dossier à déposer à la Directe. Ce qui va être regardé, c'est tout comme pour n'importe quel dossier de création d'entreprise, la viabilité économique du projet, son innovation, le benchmark, est-ce qu'il n'y a pas déjà trop de concurrents, est-ce que c'est pas un secteur qui est un peu bouché? Et bien évidemment, il va y avoir une grosse différence avec un dossier classique de création d'entreprise qui va être l'œil de la Directe autour de l'accueil, l'intégration, la qualité de vie au travail, l'ergonomie, qu'est-ce qui, dans le projet, permet de se projeter dans le quotidien des personnes en situation de handicap, dans leur professionnalisation, leur montée en compétences, maintenant avec cet œil aussi lié ce qu'on appelle les sorties positives vers l'emploi. Donc, voilà, quelle capacité on va leur donner de réintégrer une entreprise avec plus de capacité de formation, de compétences qu'au préalable. Mais ça, c'est vraiment, je vous parle que de la partie administrative. Pour moi, un dossier d'entreprise adaptée, il doit être accompagné. Et pour être accompagné, voilà, pour moi, la première des démarches, c'est déjà de s'adresser à l'UNEA, l'Union nationale des entreprises adaptées, d'aller rencontrer l'UNEA, d'aller dire, voilà, moi, j'aimerais créer une entreprise adaptée, qu'est-ce que je pourrais avoir comme conseil? Alors, il y a déjà des guides qui existent, il y a déjà des choses sur le site internet de l'UNEA, mais d'aller rencontrer des dirigeants d'entreprises adaptées,
Moi, j'ai toujours été ravi de rencontrer des porteurs de projets. J'ai toujours été ravi de partager mon expérience. Et partager mon expérience, c'est raconter toutes les conneries qu'on a fait, hein, juste pour qu'ils en fassent un peu moins ou qu'ils essayent de gagner un petit peu de temps. C'est pas qu'on est plus malin, c'est juste qu'on fait ça depuis plus longtemps et que c'est un milieu comme un autre, avec son jargon, avec ses codes, avec voilà, donc on a quelques retours d'expérience. Donc les dirigeants de A, s'ils font ça, c'est rarement par hasard. Donc ils sont souvent contents de rencontrer des gens et contents de pouvoir partager leur expérience. Donc on mord pas. Faut pas hésiter à solliciter des dirigeants de A. Il faut arrêter de faire quelque chose qui est très franco-français, c'est d'avoir peur de ses concurrents. Moi, je n'utilise déjà pas ce terme-là parce que moi, j'ai pas de concurrents, j'ai que des confrères. Donc, du coup, j'ai tous mes petits confrères qui ont souhaité visiter le Petit Plus, ils ont toujours été les bienvenus. Tous ceux, j'ai même aidé ce qu'on appelle aujourd'hui des concurrents directs à se créer, et ça a été un plaisir. Et on s'appelle encore et on est content de se voir. Et si j'ai besoin de conseils, j'ai jamais hésité aussi à les appeler. Donc, faut pas hésiter à aller voir des dirigeants d'entreprises adaptées d'une manière générale, plus particulièrement ceux qui font le même métier que celui qu'on a en tête à la création. Faut pas avoir peur de ça. On pourra toujours tomber sur les 5% de gens qui sont maladroits et qui sont belliqueux ça peut toujours arriver, bien sûr, mais il faut pas se braquer là-dessus. Donc voilà, moi, mes premiers conseils, c'est surtout d'aller poser des questions, c'est un conseil que je donne à tous les créateurs d'entreprise, que ce soit eux ou pas, mais d'aller poser des questions, d'aller rencontrer d'autres personnes, de se faire accompagner au maximum parce que comme on le dit, on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Donc, quand on dépose son dossier à la directe, c'est bien si c'est le bon. Donc, peut-être que ça peut valoir le coup de différer d'une année, finalement, en se disant, bon, c'est peut-être un peu tôt, je vais continuer à rencontrer des patrons de A, je vais continuer à peaufiner mon dossier pour, quand je le dépose, que ce soit un bon dossier. Parce que, voilà, c'est comme tout, une fois qu'on l'a déposé, et si le dossier était un peu léger, qu'il a été blackboulé, c'est toujours plus délicat de le redéposer. Donc, voilà, le faire lire et relire par des gens de l'UNEA, par des experts pour être sûr qu'on a le bon dossier. Merci. Ouais, on note parmi tout ce que vous avez dit de ne pas hésiter de s'adresser à l'UNEA qui est vraiment spécialisée et qui accompagne aussi ces projets-là. Je rejoins juste Mathieu, effectivement, et toi, Oriane, sur l'aspect UNEA, parce que moi, en étant, entre guillemets, plutôt nouveau aussi dans ce domaine-là, et pour avoir côtoyé l'UNEA du coup depuis 1 an, c'est un vrai accompagnement. Il y a des gens qui sont top. Ils sont, ils se mettent au niveau de chacun. Et moi, c'était une vraie aide, surtout en plus. J'ai fait ma fameuse bascule que j'ai expliqué il y a 1 an, mais c'était le démarrage du Covid. Donc c'était je sais pas si c'était un choix visionnaire ou pas, mais en tout cas, il y avait l'UNEA qui était là. C'était, ils ont beaucoup épaulé les entreprises adaptées durant cette période, contexte pas évident. Donc voilà, c'est des gens qui sont vraiment top et effectivement, je rejoins en tout cas le conseil de Mathieu là-dessus. Merci. Et merci à eux, du coup. J'ai une dernière question de Marjorie. Quelle est l'aide financière pour l'embauche d'un collaborateur en CDI dans une entreprise adaptée? Est-ce qu'il y a des aides? Alors effectivement, il y a des aides. Alors, allez, je me lance. Au pire, si je dis une bêtise et Mathieu la corrigera. Il y a des aides financières et qui sont différentes si c'est un CDI ou si c'est de l'expérimentation, c'est des tremplins. Et je vais dire des chiffres qui sont peut-être dans des fourchettes. Ça varie à l'année entre 10 et 15 000 euros, quelque chose comme ça, en fonction du type de contrat. Mathieu, est-ce que tu confirmes? Oui, en effet, le dispositif CDD Tremplin a créé des nouvelles enveloppes qui n'existaient pas. Donc, c'est des ressources supplémentaires pour les entreprises adaptées sur ce dispositif. On a 2 grandes familles d'aides. On a ce qu'on appelle l'aide au poste, qui représente 80% du SMIC, qui est versé aux entreprises adaptées pour les collaborateurs en situation de handicap, donc bénéficiaires d'une RQTH, et quel que soit le type de contrat, CDD, CDI, voilà, on va fonctionner avec
une attribution d'une enveloppe financière qui va être modulée 2 fois par an en fonction de l'évolution de l'effectif. On a aussi on peut avoir un financement lié à des projets. Donc ça, c'est un financement qui est annuel, lié à des projets de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, de professionnalisation. Donc ça, la Direct a beaucoup aimé financer les sujets de maintien dans l'emploi et de professionnalisation. Donc on a des enveloppes pour nos budgets formation, des enveloppes qui peuvent être supplémentaires à l'aide au poste pour différents projets. Je vois par exemple chez Le Petit Plus, on a été, on peut avoir aussi ça peut arriver des entreprises privées qui nous accompagnent. Hein. On a la Société Générale qui nous a accompagnés pour notre logiciel de JPEC. Il y a une entreprise qui s'appelle CoSavoir qui a développé un accompagnement et un petit logiciel pour les entreprises adaptées autour de la GPEC. Et là, c'est une entreprise Société Générale qui nous a accompagnés, par exemple. Merci. Est-ce que vous avez un dernier message, une dernière information à nous faire passer avant qu'on se quitte? Non, déjà merci à tous ceux qui nous ont écoutés. C'était un vrai plaisir. Merci les canaux. Merci Mathieu. Ravi d'avoir fait ta connaissance. Et s'il y a des questions ou des interrogations, que ce soit par le biais des canaux ou en direct, n'hésitez pas. Moi, en tout cas, je m'engage pour moi. Je suis dispo à répondre à vos questions et à échanger. Ce sera avec plaisir. Et bien, tout pareil de mon côté. Mathieu, ravi d'être intervenu avec toi. Merci les canaux. Ça fait, je crois, la 3e ou 4e fois que j'interviens en un an avec les canaux. Donc, je suis toujours aussi ravi de participer à vos événements. Merci de faire la promotion des entreprises adaptées. C'est un super modèle. Et en effet, pour ceux qui nous écoutent, merci d'être là et continuez à vous intéresser à ce modèle entreprise adaptée qui est vraiment un très joli modèle où on a des entreprises qui sont innovantes, qui font un super boulot et qui continuent de progresser. Et je suis pas sûr de vous en avoir parlé aujourd'hui, mais n'hésitez pas à vous rapprocher de l'UNEA. Merci à tous les deux pour vos témoignages. C'était hyper intéressant, des échanges passionnants. Merci aussi à celles et ceux qui les ont suivis. Cette rencontre, elle sera disponible en replay sur le Facebook et les YouTube des canaux. Donc, n'hésitez pas à la partager, à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur lescanaux.com aussi pour ne rien rater de notre programmation. Comme je le disais en intro, tous les mois de mars et tout le mois de mars et le mois d'avril sera consacré au handicap et à l'accessibilité. Donc, on vous propose encore plein de formats pour en apprendre plus sur ce secteur. Nous, on se retrouve le 18 mars prochain à 19h pour une conférence sur le thème de l'accessibilité universelle. Merci encore Mathieu et Mathieu et à très vite. À bientôt, au revoir. Et à bientôt.